sur la présentation, merci Véronique pour cette invitation. Et je fais juste la parenthèse pour essayer de présenter le groupe Fontavi pour ceux qui ne connaissent pas, puisque ça donne un petit peu ossature à la démarche que l'on a dans cette approche-là. Donc le groupe Fontavi est un groupe de santé qui s'est spécialisé dans la réhabilitation des maladies chroniques, donc avec plusieurs établissements dans la région qui sont connus pour la prise en charge de la maladie respiratoire, la BPCO, tout ce qui est syndrome métabolique du cinéma. Donc voilà, depuis création dans les années 90, et avec une approche qui a toujours été la même, là où on n'a pas les réponses, on fait nos démarches scientifiques à nous pour valider un peu les modèles qu'on veut faire, et notamment dans les thérapies non médicamenteuses, puisqu'historiquement, on s'était centré sur l'activité physique, et comme tout le reste, on a élargi à l'alimentation, en tout cas au sommeil, voilà, les différents piliers du mode de vie. Et le dernier établissement pilote que certains ont peut-être vu récemment, un centre d'optimisation santé ouvert début septembre sur Montpellier, ouvert justement à tout le monde pour entrer dans cette perspective d'amélioration du mode de vie. C'est juste la parenthèse, mais c'était pour montrer un peu le contexte de nos travaux. Donc ici justement, la rétrospective d'un travail qui a été mené en collaboration avec le groupe, donc par Mathieu Desplan et Denis Dussouffle, le CHU et l'INSERM, donc sur l'activité physique dans la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil. Alors, juste un petit peu d'épidémiologie, mais c'est vrai que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, puisqu'on est vraiment dans les apnées de type obstructif, pas les apnées centrales, pathologie fréquente chez l'adulte, on est de l'ordre de 7% à 5% chez les femmes, on passe à 50 à 80% selon les études détournées dans une population avec un facteur marqué d'obésité. Beaucoup de personnes s'ignorent, et c'est à ce moment-là de ma présentation que je fais le tour de la salle pour voir si je repère des personnes en somnolence, puisque c'est un critère de diagnostic important de ce syndrome-là. On pourra en parler après. Caractérisé par des pauses respiratoires, liées à un collapsus répété des voies aériennes supérieures pendant le sommeil. Comme vous pouvez le voir ici, effectivement, on a une perte du tonus au niveau vagal ici, et qui fait que pendant le sommeil, vous avez vos voies aériennes supérieures qui se ferment. Et forcément, cette fermeture entraîne un certain nombre d'effets, et notamment ces fameuses apnées. Donc ces apnées peuvent être totales, on parle d'apnée, ou partielle, d'hypopnée. Et à partir de là, justement, quand on est dans le diagnostic, on va essayer de quantifier ce nombre d'événements par heure de sommeil. Et on a différents stades de classification, qui sont des stades légers où on note 5 à 15 événements par nuit, ou 15 à 30 suivant si on est sur un stade modéré, voire sévère quand on rentre dans des stades avancés de la pathologie. Alors j'en ai un peu parlé, mais les causes et les facteurs de risque, donc on va retrouver tous les facteurs anatomiques, donc tout ce qui est hypertrophie au niveau de l'amygdale, tout ce qui est une structuration mandibuleuse un peu faible qui fait que vous avez une rétrognatsie au niveau du menton qui peut justement participer à cet affaiblissement des voies. L'obstruction nasale et l'obésité, vous en avez parlé, donc qui apparaît comme un facteur de risque, avec toute cette graisse qu'on peut trouver au niveau adipocitaire, au niveau même du cou, qui vont participer à plein de mécanismes physiopathologiques à cette perte de tonus, diminution du calibre des voies aériennes supérieures et augmentation des résistances des flux d'air à cet endroit-là. Facteurs neuromusculaires, donc aggravés par la consommation d'alcool ou d'hypnotiques ou de drogue de manière générale, puisque effectivement, on va perdre le niveau du tonus vagal et de tous les muscles qui participent au niveau du parrain. Donc, vous comprenez un peu qu'on est ici là dans une maladie un peu du mode de vie. Donc, les nouveaux qui apparaissent, l'obésité, l'alcool, les consommations de drogue, donc forcément une pathologie qui est en recrudescence, ou en tout cas un symptôme. Alors, comme Greg en a parlé un peu tout à l'heure en introduction, quand on commence à rentrer dans la clinique, on a rarement une pathologie isolée. Elle est souvent associée à un certain nombre de comorbidités et facteurs de risque qui vont s'associer et diminuer le pronostic des personnes. Dans le cas du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, de par la fragmentation du sommeil et des éveils nocturnes, toute la chaîne d'événements qui va se passer. Donc c'est un sommeil lent profond qui va être altéré, donc qui va se répercuter pendant les phases de journée par des somnolences, donc je regarde, une fatigue importante et puis forcément une altération de la qualité de vie et une augmentation des risques des accidents. Donc on retrouve souvent des accidents de la circulation de par ce diagnostic-là également. Plein de voies de signalisation derrière, ou en tout cas des petits acteurs physiologiques qui rentrent en jeu, qui expliquent un certain nombre de choses.
Mais on voit surtout apparaître tout ce qui est en lien avec la résistance à l'insuline, le risque de diabète, qui sont effectivement là aussi des facteurs de syndrome métabolique majeur. On retrouve également, de par l'hypoxémie, donc le fait qu'on perde, cette fermeture fait qu'on a une très mauvaise oxygénation au niveau du sang, et forcément, cette oxygénation du sang étant altérée, des risques d'hypertension et de maladies cardiovasculaires de manière générale, donc une insuffisance cardiaque potentielle qui peut arriver. Donc, vous voyez un tableau clinique qui part a priori de manière bénigne, mais qui est en fait une intrication de plusieurs syndromes. Alors, les flèches partent dans un sens et dans l'autre, on ne sait pas trop entre la poule et l'œuf, mais effectivement, on a cette maladie apnéique, le syndrome métabolique qui vient se générer à côté de ça, et le risque cardiovasculaire. Ceci étant dit, qu'en est-il des traitements? Alors le traitement, là encore, il y a des nomenclatures qui sont claires, et quand vous rentrez dans un stade d'apnée du sommeil de type modéré, donc plus de 15 événements par heure, on vous propose un appareillage qu'on appelle de type VPC. Donc un système de masque que vous portez, qui est à côté de vous, votre compagnon pendant la nuit, et qui vous insuffle une pression positive pour vous aider à maintenir les voies aériennes supérieures ouvertes. Donc une efficacité établie forcément justement sur la sévérité, puisqu'on va réussir à diminuer l'index d'apnée-hypopnée, puisque cette relation mécanique vasculaire va permettre de diminuer ça. Le fait est, c'est qu'on rentre dans un contexte où les contraintes sont importantes, cet appareillage est lourd, forcément, le compagnon, le bruit, tout ça devient un peu gênant, et conduit parfois à un refus, à un abandon du traitement. Donc une observance limitée, et les chiffres sont là pour vous dire, dans 25 à 50% des cas, le traitement abandonné, et forcément les effets escomptés qui disparaissent en même temps. Alors il y a d'autres approches thérapeutiques qui ont été évaluées, comme les approches protéiques. Donc, je vous parlais aussi d'affaiblissement au niveau de la mandibule. On peut trouver également des orthèses qui se mettent là. Chirurgicales, je vous ai parlé de l'obésité, donc la chirurgie bariatrique a énormément été testée dans la prise en charge de ce type-là, avec certes des effets, mais là encore dans l'approche de démarche expérimentale dont Greg parlait, des effets à long terme qui restent encore à démontrer, des approches médicamenteuses, donc effectivement cette hypoxémie qu'on peut rencontrer pendant la nuit, donc cette diminution de l'apport en oxygène compensée par un apport excessif en oxygène pendant la nuit également, ont pu être aussi proposées, mais là encore, elles restent décevantes, et puis aussi, donc décevantes parce qu'on n'a pas suffisamment de niveau de preuve et en termes d'observance, et inadaptées pour les formes moins sévères. Alors que celle-ci peut complètement être intéressante à traiter en amont pour éviter justement l'évolution de manière plus marquée. Donc face à ce constat, il y a aussi une autre question qui se pose, mais pourquoi déjà ne pas chercher à traiter directement la cause? Puisque là, vous avez vu que toutes ces approches-là se centrent essentiellement sur la sévérité de la pathologie, et notamment cet index d'apnée-hypopnée qu'il faut essayer de réduire pour améliorer la qualité du sommeil, limiter cette hypoxémie, limiter cette fragmentation du sommeil. Alors que la cause, vous avez commencé à l'appréhender dans la diapo tout à l'heure, on a ce contexte métabolique associé avec cette obésité, ce syndrome métabolique, cette insulinorésistance, ce diabète de type 2, qui eux peuvent largement être envisagés avec d'autres alternatives de type non médicamenteuse. J'enlève le suspect ici, l'activité physique, parce que c'était à peu près l'objet de notre intervention. Donc ça, c'est les résultats d'une approche d'une étude randomisée contrôlée, donc qui a été menée en interrelation avec le groupe Fontaly en deux phases. Il y a eu une phase en centre de réhabilitation et puis une phase en ambulatoire, donc avec l'INSERM et le CHU, donc qui a fait l'objet d'un PHRC, et dans lequel on avait posé l'hypothèse de savoir si l'activité physique, de par ses effets bénéfiques sur la qualité du sommeil, donc je vous ai pas fait la revue de littérature sur bienfaits d'activité physique dans le sommeil, sur le métabolisme, l'inflammation et le stress oxydant devrait permettre de diminuer la sévérité du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, donc par cet indicateur qui est l'index d'apnée-hypopnée, et ses répercussions cliniques comme le sommeil et les risques cardiovasculaires. L'objectif exprimé ici différemment, donc on a voulu mesurer donc, les effets d'un entraînement à l'effort individualisé. Donc là encore, pour reprendre ce que disait Greg, quand on est sur une approche d'essai randomisé contrôlé, le protocole même d'expérimentation sur l'activité physique, on n'est pas le karaté au milieu de ça, c'est une approche qui est basée sur un entraînement à l'effort individualisé. Donc c'est pas complètement... c'est structuré là encore, le protocole est structuré. Et donc individualisé sur les marqueurs de sévérité du SAOS.
Alors, la méthodologie, donc je vous en ai parlé, études randomisées contrôlées, donc randomisées puisqu'on a eu 2 groupes expérimentaux qui, de manière aléatoire, ont été distribués dans 2 branches différentes. Donc, population d'études des patients souffrant de syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré à sévère, donc avec des index compris entre 15 et 45, qui étaient non traités, c'est-à-dire qu'on voulait des patients vierges de toute approche thérapeutique avant. Et là encore, donc, le plan expérimental initial nous demandait d'inclure 72 sujets pour l'étude. Il y a un centre d'investigation qui a lâché l'expérimentation au début. Donc on s'est retrouvé avec 78 sujets qui ont été intégrés dans le protocole. 3 patients qui ont été inclus à tort, 9 patients ont abandonné, 2 éléments indésirables. C'est aussi ça l'histoire de la recherche en sciences et dans la santé. Donc finalement, 50 sujets qui ont complété l'étude. Sur ces 54 sujets, donc quand je vous présente les caractéristiques, vous voyez à peu près, simplement pour faire un petit clin d'œil sur la population, on se retrouve sur une population de personnes de 55 plus ou moins 8 ans, donc on descend assez facilement sur les quarantenaires et les trentenaires. Un IMC à 33, donc je ne vous ai pas menti sur le facteur associé d'obésité potentielle, et les index d'apnée hypopnée autour de 27, qui nous placent encore, comme je vous l'ai dit, dans la fourchette des modérés à sévères. Un premier groupe contrôle, donc une branche avec 26 patients, qui ont bénéficié de 8 séances d'éducation thérapeutique. Donc le protocole a duré pendant 8 semaines, et chaque semaine, ils étaient accompagnés d'une session d'éducation thérapeutique. Et la deuxième branche du groupe expérimental, donc qui intégrait 28 personnes, ont là encore bénéficié des mêmes séances d'éducation thérapeutique, mais en complément d'un programme de réentraînement à l'effort individualisé qui intégrait un programme classique tel qu'il est proposé par les recommandations, on retrouve dans les recommandations de cardiologie, qui cible les activités qui sont essentielles dans le cas du vieillissement des maladies chroniques. Donc on avait 15 minutes de renforcement musculaire par session, 45 minutes de travail en endurance au niveau, à une intensité qui correspondait au seuil ventilatoire pour les personnes pour qui ça évoque quelque chose, 15 minutes d'activité centrée sur la posture et l'équilibre de la motricité, et 15 minutes d'étirement. Dans ce travail-là, les critères sur lesquels nous nous sommes ciblés par rapport à l'objectif de notre étude étaient justement les paramètres associés à la sévérité de la maladie. Je vous ai parlé de ce fameux index d'apnée-hypopnée, l'index de désaturation, je vous ai parlé de ces fameuses hypoxémies. Donc là encore, on est allé surveiller ces désaturations. Est-ce qu'elles existaient toujours ensuite de protocole? On a regardé tous les paramètres associés aux symptômes qui étaient sur la somnolence vidéo-récessive, donc avec 2 outils différents. Un outil objectif qui est le TIL. Le TIL, je vous l'explique vite fait, c'est un test où on vous demande, sur une journée type, on vous impose en fait d'être en situation de sieste à 8h, à 10h, à midi, enfin à 5-6 phases dans la journée, et on calcule votre temps nécessaire pour vous endormir. D'accord? Et on voit si effectivement vous avez tendance à vous endormir rapidement, enfin plus ou moins rapidement. Un autre outil, donc, qui était plus subjectif, un questionnaire sur votre vie de tous les jours et sur tout ce qui peut être en lien avec vos somnolences, si vous endormez facilement devant la télé, si vous endormez après manger, ou des choses comme ça, qui nous permettent là encore d'avoir une approche différente. Un ensemble de critères secondaires, donc je vous l'ai dit, puisqu'on ciblait aussi tout ce qui était syndrome métabolique, donc tout ce qui est autour de la composition corporelle, les conditions du syndrome métabolique, l'oxydation des sucres à l'effort, je vais en montrer dans les détails, le degré d'insulinórésistance, je vous en ai parlé aussi, et puis un certain nombre de marqueurs biologiques, tous ces petits acteurs qui rentrent dans le circuit que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, dans le cadre de cette présentation, je vais me centrer essentiellement sur la partie du haut qui était un peu encadrée en bleu, mais je ne suis pas sûre que vous voyez. Toute la partie, la fin d'ici, et les marqueurs biologiques ne sont pas présentés aujourd'hui, puisqu'ils sont encore en cours de traitement par les équipes qui travaillent dessus. Alors, sévérité de la maladie apnéique, qu'est-ce qui est ressorti de cette étude? Je vous ai mis les résultats de manière simplifiée. Groupe contrôle, donc notre groupe qui a bénéficié que d'éducation thérapeutique, le groupe a entraîné, et là les résultats sont présentés sous forme de delta, donc la différence entre l'avant et l'après. Ce qu'on observe ici, c'est une diminution de l'index d'apnée hypopnée,
dans le groupe entraîné, qui est significatif comparativement à l'autre groupe. Et on a une réduction de l'index apnée-hypopnée d'environ 7,4 points sur la population d'études. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on a 1000 patients sur 28 qui sont passés d'un stade modéré à un stade léger. Et d'un point de vue clinique, ça change toute la donne, puisque ça veut dire que c'est des patients qui n'ont plus besoin d'un traitement de type appareillage PPC. Donc en termes de qualité de vie, quelque chose qui est beaucoup plus notoire que simplement un score diminué. Au niveau de ce fameux index de désaturation, donc qui va conditionner l'apport en oxygène et les risques d'hypertension, là encore, résultats présentés sous la même forme, groupe contrôle, groupe entraîné, les résultats sur les deltas avant et après le protocole, et on voit que les patients qui ont bénéficié de l'approche avec activité physique ont eu un bénéfice direct puisque le nombre de désaturations a nettement diminué et de manière significative, alors que le groupe contrôle, qui lui est resté sur son mode de vie classique, a carrément eu lui une inversion complète et une aggravation des symptômes associés. Dans le groupe entraîné, donc une réduction de l'index de désaturation de 5 points, c'est environ 20%. Concernant les symptômes dont je vous ai parlé tout à l'heure, le sommeil lent profond, donc cette phase du sommeil que vous connaissez peut-être comme étant la plus importante en termes de réparation et surtout de récupération, le pourcentage, donc, sur la quantification de la durée de sommeil, on quantifie la durée du sommeil profond sur toute cette période-là, et donc plus on a un sommeil lent profond, enfin une prévalence du sommeil lent profond, plus on aura un sommeil réparateur. On voit clairement que le pourcentage, donc on a une variation qui peut être à l'inverse, mais on a une amélioration du pourcentage du sommeil lent profond dans le groupe de patients réentraînés que nous n'avons pas obtenu dans le groupe des patients. Vous voyez, on a une augmentation du sommeil lent profond chez mon groupe entraîné de 3,2%. C'est un mélange de stades. Peut-être que c'est mon réponse qui est ici. Le questionnaire sur la somnolence, dont je vous ai parlé du score EPORS avec un questionnaire indirect, là aussi, amélioration, enfin une diminution du score qui quantifie une amélioration en termes des somnolences dans le groupe entraîné qui ne s'est pas manifesté dans le groupe qui a bénéficié d'une éducation thérapeutique. Je passe vite. La latence moyenne d'endormissement, vous vous souvenez, c'est mon fameux test TIL. Donc ça, c'est mon groupe contrôle. Donc la simulation de la sieste 1 de la journée, sieste 2, sieste 3, sieste 4, sieste 5. La latence moyenne d'endormissement sur l'ensemble du test indifféremment des 5. Dans le groupe contrôle, ils mettent autant de temps à s'endormir avant et après en moyenne. On voit même que sur certaines siestes, il y a une vraie altération, c'est-à-dire qu'ils s'endorment encore plus vite qu'avant le protocole. Donc là, il y a une détérioration, c'est-à-dire que le message sous-jacent, c'est que ne rien faire, c'est laisser la personne rentrer dans un système de détérioration progressive. Alors que dans mon groupe, qui a bénéficié d'un entraînement à l'effort, on a nettement, pour différentes phases du test, une amélioration du temps de latence d'endormissement avec un temps de latence moyen de l'ordre de 101 secondes, c'est-à-dire qu'ils mettent 101 secondes de plus à s'endormir, ce qui est relativement significatif par rapport à la teneur du test. Donc ça, c'était la première partie, la grosse enveloppe du protocole sur les critères principaux. La deuxième étape, vous avez dit, on va s'intéresser à tout ce qui est composition corporelle et syndrome métabolique. On donnait les résultats par rapport à ça. Concernant le poids, vous pouvez s'y attendre, c'était un peu évident, c'était quasiment fini. Réduction, une perte de poids colossale aussi pour le groupe, enfin colossal, de 2 kg sur 8 semaines pour le groupe entraîné, donc c'était significatif par rapport à l'autre groupe. On a eu également, au niveau de la masse grasse, parce que je vous ai dit que c'était celle qui était déterminante par rapport à notre problématique de diabète et tout ce qui s'ensuivait, des muscles pharyngés, une diminution de la masse grasse dans le groupe réentraîné. Et sur un ensemble de marqueurs différents, donc au niveau des cholestérols, triglycérides, on n'a pas eu de résultats significatifs, mais on a une diminution significative de l'hémoglobine glyquée, donc qui est un marqueur du risque de complications de diabète, donc on est complètement là aussi dans les effets qu'on pouvait espérer. Une diminution de la tension artérielle diastolique, donc là encore vecteur de risque cardiovasculaire, et une amélioration de l'oxydation des lipides par un paramètre qu'on mesure qui est le liposphinx. Donc en conclusion par rapport à ce travail-là, donc ce qu'on a pu montrer dans cet essai randomisé contrôlé, c'est que l'activité physique en tant qu'intervention non médicamenteuse pouvait modifier la composition corporelle chez le patient à clinique modérée à sévère,
Elle pouvait même diminuer la sévérité des troubles métaboliques associés, donc les comorbidités, et diminuer la sévérité même de la pathologie, tel qu'on peut faire un appareillage avec des effets secondaires beaucoup moins gênants, en limitant notamment aussi la somnolence diurne excessive. Donc, au-delà de cette approche, vous avez bien compris qu'on est sur une pathologie qui est complexe, avec pas mal de comorbidités. L'activité physique reste une approche parmi d'autres, mais on retrouve dans cet accompagnement la combinaison de toutes les approches que Greg nous a parlé, Greg génodétectique, l'activité physique, et donc on est dans la dimension de complémentarité entre ces approches. Voilà. Merci beaucoup.